Tenez-vous droit. Bienvenue dans le magazine politique sur France 24. La présidentielle de 2027 n'a pas encore officiellement commencé, mais elle tempête déjà sous les crânes des futurs prétendants. Une étrange fébrilité les saisit soudainement comme la sève qui monte des arbres. C'est le moment de sortir du bois. Gabriel Attal sort un livre la semaine prochaine et fait la une du magazine Le Point. En génération pressée, façonnée par le macronisme, il espère imposer un face-à-face avec Jordan Bardella. Et cette semaine, c'est aussi au tour de François Hollande de tester l'air du temps et jauger l'opinion qu'il avait rejetée en 2016. Il fait la une du magazine Marianne avec ce titre « Je me prépare ». Il espère, lui, par une stabilité rétrospective, incarner l'homme d'État qui connaît la machine présidentielle. Et pendant ce temps-là, le Rassemblement national travaille à sa normalisation. Il la poursuit en dînant avec les patrons du CAC 40 au nid en leur temps. Il y a quelques années encore, Marine Le Pen fustigeait voilà l'élite. Je vous présente nos invités. Laurent Geoffrin, directeur du Libre Journal. .fr ou pas? Je ne sais plus s'il y a un .fr. Oui. C'est important, oui. Ouais. Et vous venez de publier avec votre fille Pauline Delassus « Les enfants savent » chez Grasset, l'histoire d'une famille complexe, la vôtre, sur un siècle, la mort, le suicide de votre mère, un père meilleur ami de Jean-Marie Le Pen, un grand-père collabo réhabilité après et un oncle ministre pour redorer un peu le blason. Merci d'être là. Hubert Coudurier, directeur de l'information du journal breton, Le Télégramme, et auteur chez Plon du livre « Le mystère Marine Le Pen ». On dira, bien sûr, on parlera de votre livre, si vous avez percé ce mystère. Henri Vernet, éditorialiste à France Info TV. Merci d'être avec nous. Et Pablo Pillo-Vivien, éditorialiste à la revue Regard. Bonsoir à tous et merci d'être là. Alors, on va commencer avec la controversée proposition de loi Yadan sur les nouvelles formes d'antisémitisme qui était depuis ce matin débattue à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a été retiré par les députés macronistes. Le gouvernement s'engage à déposer en juin un projet de loi à peu près identique. Pourquoi ce retrait? Alors, Hubert Coudurier, je crois que vous avez vu à déjeuner la présidente de l'Assemblée nationale, de presse, de journaliste, qui, elle, dit que ce n'est pas du tout parce que le texte était mal ficelé, mais parce qu'il y avait un embouteillage. On ne pouvait pas le prévoir, ça? a été très agacé par le fait que le gouvernement avait mal ficelé son ordre du jour. Voilà. Et je crois c'était pas le projet de loi qui était mal ficelé. Non, je crois qu'il y a la loi Rodwell sur les centres de rétention administrative qui devait passer avant, et ça ne passait pas. Il y avait 200 amendements qui avaient été déposés par la France Insoumise, ce qui n'était pas extraordinairement important, mais dans le timing, ça ne passait pas. Ouais. Et donc, ils ont préféré la retirer. Oui, est-ce que ce n'était pas plutôt, Laurent, parce que... Je pense que c'est pour des raisons de fond également. Oui. Parce que quand on lit l'intention, l'exposé des motifs, on comprend bien, il y a une montée de l'antisémitisme qui est honteuse et très inquiétante. C'est vrai que ça a explosé, les nombres d'actes antisémites. Donc on peut comprendre qu'il y a une réaction législative. Mais ça a été fait de telle manière que c'est presque une loi géopolitique qui consiste à dire il faut protéger l'État d'Israël des attaques qui sont portées contre lui. Je ne dis pas que ces attaques sont justifiées toujours, c'est pas du tout, mais c'était ça qui ressortait finalement du texte. Et ça a donné le sentiment que ça allait limiter la liberté d'expression sans raison. Et deuxièmement, il y avait des incohérences, parce qu'on veut interdire le fait de remettre en cause l'existence d'un État. Bon, pourquoi pas, ça peut se discuter éventuellement, mais est-ce qu'on interdit aussi l'expression du refus de voir naître un État quand un peuple le demande? Et par exemple, le peuple palestinien. Parce que si on pénalise la première chose, pourquoi ne pas pénaliser la deuxième? Parce que, empêcher qu'un État... Oui, donc c'était une question aussi Demander qu'un État disparaisse, c'est pas bien, mais empêcher qu'il apparaisse, c'est peut-être aussi dangereux. La France a reconnu l'État de Palestine. D'autant plus que l'État de Palestine a été reconnu. Il y a même un embryon d'État en Cisjordanie. Donc ça se heurtait à ça donnait le sentiment d'une loi ad hoc pour
qui est entièrement façonné à propos de la discussion autour de Gaza et de la Cisjordanie. Donc c'était mal ficelé. Et sur le terrorisme, c'est un peu la même chose, parce qu'il y a déjà un délit d'apologie du terrorisme, qui est légitime. Hein. Mais si on commence à dire oui, mais toute excuse ou toute explication complaisante à l'égard du terrorisme, on vous envoie devant les tribunaux, ça va loin. Hein, parce qu'il y a des endroits où il y a des dictatures qui sont soumises à une révolte populaire violente. Alors du coup, on va dire ceux qui sont du côté des révoltés, on les met devant un tribunal. Il n'y a pas de bout. Alors, Pablo et Henri, vous allez répondre, bien sûr. Et juste qu'on écoute la France Insoumise, Éric Coquerel, qui explique pourquoi ce projet de loi ne convient pas aux députés de LFI. On a une proposition de loi qui institue, qui instrumentalise la lutte nécessaire contre l'antisémitisme pour protéger un État. Cet État, c'est Israël, très clairement, dans un moment où Israël enfreint tout le droit international, que ce soit vis-à-vis des Palestiniens, du Liban, érige des lois racistes sur la peine de mort. Donc tout ça est absolument incroyable. Derrière ça, l'objectif, c'est de museler en réalité toutes les voix en France nombreuses qui critiquent la politique de l'État d'Israël et du gouvernement Netanyahou. C'est ça l'objectif. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que cet argument sera-t-il le même en juin ? Est-ce que ce projet de loi pouvait limiter la liberté d'expression et que toute critique contre Israël puisse tomber sous le coup de la loi ? Non. Moi, honnêtement, j'irais même plus loin. De la dangerosité de cette loi, elle allait elle est une attaque, en fait, à notre état de droit. Laurent en a un peu parlé, mais rajouter à un article de loi sur l'apologie du terrorisme la mention de implicitement, c'est-à-dire que dans le code pénal, si cette loi avait été votée et non censurée par le Conseil constitutionnel, et j'aurais espéré que dans sa sagesse, le Conseil constitutionnel l'aurait censurée, eh bien, vous alliez avoir une possibilité de juger quelqu'un pour des choses qui sont implicites. Et c'est contraire à la façon dont notre droit se construit depuis maintenant des centaines d'années. Donc, je pense que cette loi, elle a été retirée parce qu'elle est mal foutue, parce que vous interrogiez n'importe quel acteur qui avait maille à partir avec le droit de près ou de loin, qu'il fasse partie d'ailleurs de l'écurie, enfin du parti présidentiel ou pas, il vous disait non mais en fait c'est affligeant cette loi. Elle est rédigée d'une manière, on est tous d'accord pour dire qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. En revanche, elle est rédigée d'une manière qui n'est ni fait ni à faire. Donc il y avait un grave problème de fond. Ça soulève un problème de fond quand même. C'est un truc pas travaillé. Pas travaillé. Moi je pense qu'Éric Coquerel a raison en fait de dire qu'il y avait une instrumentalisation. D'ailleurs, moi, je remarque que l'exposé des motifs qui avait été rédigé était sans rapport, finalement, avec les 4 articles de loi qui étaient proposés. C'est-à-dire qu'il y a tout un exposé des motifs sur l'antisémitisme et l'antisionisme, etc. Et puis, vous avez des articles de loi qui parlent d'apologie du terrorisme. Donc, le lien est quand même pas, évident. Vous avez des articles de loi qui parlent de la négation d'un État, mais qui ne parlent pas que, d'ailleurs, comme l'a rappelé Laurent, pas que de l'État d'Israël. Donc, il y a le rapport à la Shoah. Il y a un article sur la négation de la Shoah. Celui-là avait un rapport avec l'antisémitisme, mais c'est bien le seul. Donc il y a un problème. Il y a déjà de la Marquesso là-dessus, cela dit. Hein. Il y a déjà un arsenal qui existe. Vous avez raison. Non, parce qu'il y a un problème de fond et de forme, quand même sur la forme, parce qu'on l'a évacué assez vite, mais vous l'avez dit, à la surprise générale, ça a quand même été retiré aujourd'hui, et là c'est la forme. C'est-à-dire que c'est pas tellement qu'il a été mal préparé ou quoi que ce soit, c'est qu'en effet il posait un gros problème, y compris à ses promoteurs. Finalement, c'est un soulagement pour tout le monde, sauf évidemment pour la députée Yadan, même si malgré tout elle crie victoire en disant enfin on va pouvoir réellement faire un débat avec un projet beaucoup plus solide qui reprendra le mien et qui sera présenté par le gouvernement, donc qui sera un projet de loi et non plus une proposition et qui devrait être discuté. Il y a y compris une date qui est fournie, celle du 22 juin, mais enfin prenons les paris ce soir à cette table que c'est vraiment pas garanti que ce soit le cas, parce que d'ici là de l'eau coulera encore sous les ponts, et quand je dis de l'eau c'est plutôt des braises par les temps qui courent, donc c'est pas évident. Mais pourquoi ? Parce que en effet LFI, ne voulant absolument pas de cette loi, avait multiplié les amendements sur les propositions qui sont les projets qui sont étudiés actuellement pour qu'en effet ce débat ne se tienne pas que LFI, non, mais surtout LFI, le modem, l'extrême droite, la preuve de ce malaise, c'est que, y compris par exemple le PS, qui dans un premier temps y était plutôt favorable,
au stade de la commission, s'était abstenu, avait dit en tout cas n'avait pas rejeté le texte et était prêt, pourquoi pas, à le voter après discussion. Finalement, ça a été un non catégorique. Ils ont annoncé qu'ils ne le voteraient pas. Ouais. Le MoDem, c'est-à-dire le bloc, le bloc central, quoi. Eux non plus, eux aussi sont gênés par cette loi. Bref, de toute façon, ils n'avaient pas de supporters. Sur le retrait, parce que ça intervient aussi dans un contexte géopolitique particulier, justement, où les Israéliens ont écarté les Français des discussions sur le Liban. Caroline Yadan, elle mène ce combat depuis le 7 octobre 2023. Elle avait remplacé, rappelons-le, Meir Habib comme député des Français de l'étranger. Et donc, je ne sais pas si on peut dire ce soir que c'est définitivement enterré. Non, parce que, à mon avis, il y a quand même une dimension géopolitique qui se mêle à ce sujet. Oui, bien sûr, mais la France cherche un équilibre dans ses relations avec c'était encore plus le cas en octobre dernier, puisque c'était en plein dans les débats de la France devait-elle ou non reconnaître l'État de Palestine. Non, le fait est que ils ont été donnés un peu les arguments de fond. Il y a quand même deux questions là-dedans. Il y a la protection des citoyens, c'est-à-dire des Français juifs en quelque sorte. C'est vrai qu'ils sont victimes plus que jamais, en tout cas une explosion, une multiplication par je ne sais pas combien, parce que ça a plus que doublé les agressions, les actes antisémites. Il y a une vraie question là-dessus, c'est est-ce que l'interdiction de l'antisionisme ne va pas favoriser l'antisémitisme. Et oui. Et donc ça pose aussi le rapport à la liberté d'expression. Donc il y a tout un dosage là qui ne semblait pas optimum dans cette proposition de loi, et c'est quand même pas mal que, en effet, on y réfléchisse avec plus de... Autant il faut réellement, bien sûr, lutter contre l'antisémitisme, ça c'est une évidence totale, mais c'est vrai qu'il y avait dans cette loi, et ça a été évoqué, et c'est notamment le cas par rapport à tout ce qui concerne c'est-à-dire reprendre des éléments, vous savez, qui appelle, alors non pas à la négociation, mais enfin ce qui revient même à la destruction d'un État. Israël n'est pas nommé, mais c'est évidemment à Israël qu'on pense. Ça, c'est quoi ? C'est la rhétorique de l'Iran, c'est la rhétorique du Hamas, appelée à la destruction de l'entité sioniste, comme eux disent. Bon, là, il s'agit d'Israël. Donc, évidemment que cela, c'est extrêmement... Mais c'est totalement inacceptable. Mais ça, c'est déjà possible de se prémunir contre ça avec la loi Guesso, par exemple, avec les lois qui existent en France. Alors, on passera à autre chose, mais vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais il y a une ambiguïté, parce que c'est vrai que c'est le seul État au monde dont on demande la disparition. Je ne connais pas d'autres. C'est un peu bizarre. Poutine demande la disparition de l'État ukrainien, par exemple. Oui. On peut dire l'Ukraine. Et Poutine a des soutiens. Mais Poutine a des la Chine demande la disparition de Taïwan. Oui. Qui n'est d'ailleurs pas reconnu par la France. D'ailleurs, qu'on ne reconnaît pas. Oublie tout le temps. Donc, mais il y a pas mal de problèmes de frontières. C'est vrai, mais retirons ça, mais quand on dit, par exemple, on va remplacer l'État d'Israël actuel par un État binational ou biconfessionnel, je ne sais pas comment on le formule, où les Juifs et les Arabes vivraient en bonne intelligence et dans un État double, quoi. Ouais. Est-ce que ça tomberait sous le coup de la loi, l'éventuelle loi Yadan ? Mais c'est tout. Alors, c'est pas possible, ça. Parce qu'on a le droit d'imaginer un système pour la Palestine, enfin pour l'ancienne Palestine, où les Juifs et les Arabes vivraient dans le même État. Pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ça ? Même si c'est utopique, mais en quoi ça tomberait sous le coup d'une loi pénale ? Oui, c'est toute l'ambiguïté de ce projet de loi. Quand on lit le texte, il exagère Coquerel, parce que non, c'est pas vrai qu'on critique Netanyahou tous les jours et on ne va pas nous mettre devant les tribunaux même si cette loi passe. Ça c'est pas vrai. Ça viendrait éventuellement si on dit voilà, il faut détruire Israël. Alors là, on serait devant les tribunaux. Mais simplement ce mot détruire Israël recouvre des réalités très différentes. Ça dépend de quoi on parle, comment, etc. Et il y a les incohérences qu'on a soulignées. Alors, on va passer aux deux gagnants de la semaine, enfin gagnants entre guillemets. Donc François Hollande qui met un doigt de pied dans la porte de la présidentielle en 2027. Je me prépare, a-t-il déclaré à Marianne. Pour lui, pas question de figurer dans une primaire avec la gauche, c'est-à-dire les écologistes et les communistes. Et le PS, eh bien, cette initiative peut-elle enthousiasmer les socialistes qui, pour certains, en veulent à François Hollande d'avoir dit en 2011 ou 2012 mon ennemi c'est la finance, et faire une politique ensuite de l'Europe. C'est pas mal vu d'ailleurs, mon ennemi c'est la finance. En fait, il pensait dans son subconscient à Macron. Mais en réalité, moi je trouve qu'il avait un plutôt bon bilan. Il a mis sur pied cette politique de l'offre. Il a eu une politique étrangère brillante, parce que l'opération Serval
Ça a été quand même la plus grande opération extérieure de la France depuis la guerre d'Algérie. Alors ensuite, avec Barkhane, ils se sont un peu enlisés. Et j'ai toujours trouvé dommage qu'ils ne défendent pas son bilan et qu'ils ne puissent pas se représenter. Alors il y a eu des manœuvres, il y avait la question de la primaire, il a pensé qu'il n'aurait aucune chance. En même temps, il dit maintenant, moi, je n'ai pas été désavoué, comme avait pu l'être Sarkozy. Et puis le Parti socialiste est dans une telle mélasse aujourd'hui que finalement, puisque lui, son expression, c'est le trou de souris, je ne dirais pas qu'il n'a aucune chance. Oui, mais est-ce qu'il peut y aller en solo? C'est-à-dire est-ce qu'il y a un moment, les barons du PS, qui eux aussi ont des appétits, ne vont pas lui barrer la route d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, bien aussi, mais pour être trivial, ça dépend largement des sondages. S'il s'avère que, par exemple, Glucksmann est largement devant, je vois mal comment les socialistes vont pas dire bon bah alors c'est lui qui sera notre porte-drapeau, comme ça a été pour les européennes. Mais si Hollande remonte dans les sondages et se retrouve, donc c'est dans les sondages ça va se jouer. En partie, oui, malheureusement. Ou alors il faut faire une primaire, mais le primaire se heurte à beaucoup d'objections. Donc il va falloir décider comme ça un peu. Sur la base d'éléments, comment dire, d'opinion, quoi. D'opinion globale, mesurée de manière imparfaite par les sondages, et surtout temporellement fragile, ou par l'espèce de consensus des responsables de cette gauche-là, qui vont dire, bon, ben, finalement, celui qui a quand même une chance, c'est X ou Y. Et Hollande aura du coup un argument, parce qu'il veut dire, moi j'ai déjà gagné une fois. Et par ailleurs, le bilan... Oui, c'est son argument. Comme le disait Hubert, le bilan est contrasté, c'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement négatif. Il y a eu beaucoup de réformes sociales de moindre visibilité, mais réelles. Et il a ramené le déficit à 3% sans déclencher de manifestations colossales. Et le travail, quand même. Et le chômage... Non, mais... Oui, il y a eu le travail, d'accord. Mais enfin, franchement, il l'a quand même fait. Il ne l'a pas retiré. C'est une réforme libérale, c'est le premier des réformes libérales. Deuxièmement, le chômage a commencé à baisser à la fin de son quinquennat en raison justement de la politique de l'offre. On oublie toujours ça. Pourquoi il a fait une politique de l'offre? C'est parce qu'il considérait, et on considère toujours aujourd'hui, que la France est en phase de désindustrialisation. Tout le monde parle que de ça. Ouais. Et c'est contre ça qu'il a lutté. C'est pour ça qu'il a pris à rebrousse-poil son propre électorat. Parce qu'on dit qu'il ne prend pas de décision. Oui, mais il a pris une décision qu'il a rendue totalement impopulaire. Mais il a pensé que c'était l'intérêt du pays. Et de renforcer l'industrie. À tort ou à raison. Après, on peut discuter des résultats. C'était ça l'intention. Alors, Pablo, vous n'avez pas l'air d'accord avec Hubert et Laurent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu d'éloges et de panégyrique du quinquennat de François Hollande. C'est le début. Peut-être ça ne fait que commencer. C'est le début de sa campagne. Je suis un peu étonné parce que, comme ça a été rappelé par Laurent, François Hollande a quand même terminé son quinquennat l'un des présidents les plus impopulaires, voire le plus impopulaire de la Ve République. Il était complètement perdu. Il a complètement perdu tout le peuple de gauche qu'il avait pourtant élu, qu'il avait porté au second tour et ensuite qui avait participé de sa victoire au second tour en 2012. On ne savait plus où est-ce qu'on habitait. Il y avait la loi travail. Il a réussi à mettre tout le monde contre lui. Enfin, je veux dire, tout ça était... Et en plus de ça, beaucoup l'accusent d'avoir été les prémices, d'avoir mis sur pied le Emmanuel Macron qui est devenu président. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a quand même profité de la politique de Hollande. Oui, mais d'accord. On regarde les chiffres. En fait, la question du périmètre de... Oui, mais d'accord, mais moi je parle de la gauche. Je parle pas de la gauche de 15 personnes à Saint-Germain-des-Prés, je parle de la gauche. Je pense pas, je ne pense pas. D'ailleurs, il a tellement genre mal fini son quinquennat qu'il n'a pas pu se représenter. Il aurait bien aimé, mais il n'a pas réussi. En revanche, moi je lis François Hollande dans le texte, j'ai lu son interview, je lis ce qu'il écrit sur Substack, parce que maintenant il est abonné sur Substack, et puis il nous fait des notes de blog comme Jean-Luc Mélenchon, et en vérité, c'est intéressant. Je pense que lui n'a aucune chance. En revanche, il porte un diagnostic. Il essaye en fait de poser les jalons de ce que pourrait être une social-démocratie du 21e siècle, une social-démocratie renouvelée. Et il avance des concepts. Il dit la lutte des classes, je sais pas trop, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est la dignité. Genre, il a un concept là qu'à mon avis, qu'il va marteler dans les semaines, dans les mois à venir, c'est la dignité. Et donc, il cherche les voies et moyens pour essayer de faire
faire de ce concept l'un des paramètres de la proposition social-démocrate qui, aujourd'hui, n'a pas d'architecture idéologique. Moi, je ne sais pas si ça me plaît à moi. Genre, je vois... Moi, genre, à partir du moment où on essaie d'écarter la lutte des classes, ça m'énerve un peu. Mais je vois ce qu'il essaye de faire. Et c'est tout à son honneur d'essayer de trouver un moyen pour que la social-démocratie existe. Et aujourd'hui, je vois qu'il est l'un des seuls, en fait, à travailler ce sujet. Mais à le travailler sur le fond. Pas juste à dire, attendez, moi, je suis joli, moi, comme Gabriel Attal, tiens, j'ai pensé en me levant le matin. Oui, je suis complètement d'accord. Et donc, il essaye de faire ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse chez François Hollande, c'est que effectivement, il a, l'expérience du pouvoir, il a l'expérience des partis, et il a aussi, derrière lui, en fait, il traîne l'histoire du Parti socialiste. Et c'est en ça qu'il peut apporter sa graine à la constitution d'un espace social-démocrate digne de ce nom pour 2027. En revanche, lui, moi, je ne vois pas comment on se relève après son quinquennat, après tous les colibets, en fait, qu'il se traîne depuis maintenant. Mais vous connaissez mal François Hollande. Vous connaissez son surnom. Finalement, c'était pas si mal. Oui, en même temps, ils n'ont jamais trouvé qu'il avait vraiment la stature. C'est ça son drame. Mais en fait, il n'est pas. Je ne suis pas sûr qu'il était le plus impopulaire. Il faudrait regarder. Hein. Mais à mon avis, je crois que sur ces quasiment 10 ans désormais, Emmanuel Macron a quand même atteint des profondeurs qui ont été rarement rejointes. Non, mais François Hollande, si vous voulez, c'est vrai qu'il a désarçonné. Il a toujours surpris dans finalement la difficulté qu'il a eue à habiter la fonction. On se souvient, ça commence mal avec Leonarda, l'affaire Leonarda, avec la manière dont tout de suite il se fait mener un peu en bateau par les écologistes qui sont dans sa majorité. Sur l'Europe d'ailleurs, sur ce thème-là, à peine élu, il se fait désavouer sur ce terrain. Enfin bref, il n'a jamais vraiment pris le leadership sur la gauche, ce qui est quand même un comble quand on est, enfin sur la gauche, en tout cas sur un parti, ce qui est quand même un comble quand on est à l'Élysée. Et donc cette façon d'avoir été tout le temps bousculé, là finalement a fait que les Français ne le voient pas comme quelqu'un, comme un leader charismatique en quelque sorte. Oui, mais il faut se méfier du gentil François Hollande. Attendez. Je partage totalement l'analyse de Pablo. C'est vraiment sur ce côté, c'est vrai, chercher un espace, ça oui, parce qu'en effet, ça c'est quelque chose en plus qui, d'abord, qui est assez nécessaire. C'est-à-dire que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a à gauche ? On voit donc du côté de LFI, de Mélenchon, on voit quand même un créneau qui est préempté, mais qui est vraiment bien précis, qui est celui de jouer contre le RN, donc de se positionner essentiellement comme antifasciste, avec un péril fasciste qui guetterait la France là de manière assez imminente et assez évidente surtout. Et une fois qu'on sort de cela, il n'y a plus tellement de comment vous voulez élargir en réalité avec avec ce positionnement. C'est vrai que voir le retour d'une gauche social-démocrate, d'une gauche de gouvernement, ça peut être intéressant. Alors après, qu'il le porte pour d'autres, oui, c'est vrai que ça peut être un Glucksmann, mais enfin là, si on part dans le petit jeu des noms, après, qu'il l'ait complètement, qu'il y renonce totalement pour lui, ça, je crois pas. Je trouve que la manière dont il donne cette interview, et puis moi, j'ai toujours été persuadé, notamment pour avoir suivi à cette époque la manière dont il avait renoncé à être président, je pense que Laurent Geoffrin le sait beaucoup mieux. Il a quand même eu un regret net de ne pas y être allé ainsi, parce que c'est vrai qu'un renoncement... Il faut voir quand il va commencer à maigrir. C'est le signe. Quand il va commencer à maigrir, c'est qu'il va vraiment y aller. Il va commencer à pleuvoir sur lui aussi. Et puis, jamais oublier que, encore une fois, un an et demi avant, c'était le François Hollande qui était à 3%. Quand il faisait un déjeuner ou petit déjeuner avec des journalistes ou une signature quelconque, il y avait très peu de monde qui se déplaçait. Et tout cela a grossi. Alors, il y a eu évidemment, il a été servi par, bien sûr, l'affaire DSK et le retrait de Dominique Strauss-Kahn. Mais néanmoins, il a réussi à s'imposer à ce moment-là. Donc, il ne faut rien écarter. Un homme politique ne renonce jamais. Vous avez eu le pouvoir, non, c'est dans votre ADN en quelque sorte. Et alors, je voulais dire un mot de Gabriel Attal, mais là, je voudrais qu'on avance un peu si quelqu'un est inspiré. Non. Non, je donne juste le titre du point. Je pense savoir comment présider la France. Un peu présomptueux, plausible, crédible. Grotesque. Il le pense. Une blague. Grotesque, vous dites ? Oui, il pense donc il est. C'est présomptueux en tout cas. Et Laurent ? Mais c'est un garçon brillant quand même. Moi, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de chance, mais
Il est très très jeune, hein. Je ne sais pas quel âge il a. Il a mon âge, donc il a 37. Il est extrêmement Il jeune. n'est pas si jeune. Extrêmement jeune. Mais Je vous donnez moins, Pablo. À 35 ans, il est devenu Premier ministre, c'est pas donné à tous les hommes politiques. Et c'est un garçon intelligent qui a beaucoup de réparties. Donc, il veut installer le match. Donc c'est un peu tôt pour lui, il me semble. D'accord. Il joue à Macron en faisant ça, il espère refaire Il a un petit peu côté l'aventure mini, Macron. il a un côté mini-Macron. Ouais, c'est ça. Voilà, mini-Macron. Oui, bah, Sauf que Macron est arrivé avec une proposition hyper solide, hyper structurée Oui, autour c'est de la vrai. Startup Nation. Et oui. Et que là, moi, je suis désolé, j'ai lu Il n'y a rien l'interview. dedans. Eh oui. Il n'y a Non, mais- rien, Walou. Ouais. Enfin, Et on Macron cherche n'était pas encore un une idée. héritier, il a vraiment On en a créé son assez truc, Macron les aussi, marcheurs. c'est ça. Ça a Alors, marché. Il veut faire On Macron, va parler mais avec du un mystère Le Pen, parce que pendant ce temps-là, que les uns et les autres tentent de sortir non pas d'entrer dans le jeu plutôt. Marine Le Pen et Jordan Bardella, eux, tentent de montrer patte blanche face au patron, alors que l'on connaît le discours depuis longtemps de Marine Le Pen sur les élites et le CAC 40, éloigné du peuple. Voilà, selon l'Opinion, le journal L'Opinion, les chefs d'entreprise sont rentrés consternés après leur rencontre avec Marine Le Pen. Si on peut voir d'ailleurs la DLS du papier de L'Opinion. Voilà. Voilà. Quant au patronat, ils expliquent discuter avec tout le monde. Voilà pour la critique. Le mystère Marine Le Pen, c'est votre livre, Hubert Coudurier. Apparemment, donc les chefs d'entreprise ont dit ouais, bon, elle n'a rien à raconter, etc. Vous dites, il me semble que dans votre livre, vous dites, elle a du mal à séduire. Elle n'aime pas séduire, en fait, Marine Le Pen. Non, elle ne sait pas séduire, C'est pas son en fait. truc, séduire. Une femme qui est soit assez brutale, elle mène son groupe à la trique, soit dans l'empathie, et d'ailleurs assez différemment de Jordan Bardella, puisqu'elle dit qu'elle est plus sentimentale que lui, et qu'à la limite, son autorité est peut-être plus naturelle, ou en tout cas, lui n'a pas d'affect. Et j'ai bien aimé la différence de vision entre la photo de lui avec sa princesse des deux Siciles dans Paris Match, et un peu de temps avant, elle et Bruno Bilde, son conseiller, à Hénin-Beaumont, dansant sur Jean-Luc Lahaye dans un EHPAD. J'ai trouvé que c'était vraiment deux styles différents, qui jusqu'à présent étaient complémentaires, mais alors qu'ils sont réunis là, ces jours-ci dans l'Essonne pour un séminaire de rentrée, tout le monde l'a un peu enterré, à commencer par les gens du RN qui commencent à basculer de son côté, même si Jordan Bardella est très prudent. Et puis, bon, ben voilà, le mystère, c'est que dans le fond, son destin est tragique. Dans le fond, est-ce qu'elle a construit finalement toute sa vie à d'abord se rapprocher de son père, à l'aider, à ensuite s'en séparer parce que lui, il n'avait jamais accepté de passer la main. Et puis, elle a dédiabolisé le parti. Plus ou moins bien, mais enfin, malgré tout, elle a quand même pris des positions, même si à chaque élection, le passé remonte un peu à la surface. Et puis voilà que le 7 juillet, le couperet pourrait tomber, et, sauf miracle, je crois qu'il ne faut pas non plus préjuger de la décision des juges, elle pourrait en être écartée. C'est quand même assez terrifiant. Alors, la famille Le Pen, Laurent, vous les connaissez bien? Oui, enfin, non. Enfin, je l'ai connu, le père. lui, il y a longtemps, il y a 40 ans. Oui, c'était un peu... Voilà, bon, j'explique. Dans Les Enfants SAF, chez Grasset, Oui. vous revenez sur un siècle d'histoire de votre famille, et votre père, une sorte de héros balsacien, assez séducteur, et meilleur ami de Jean-Marie Le Pen. Et vous, ça vous a un peu... J'étais en conflit avec mon père depuis que j'ai 12 ans, pratiquement. Et notamment en conflit politique. On n'était pas d'accord. Et j'ai rencontré Le Pen à travers lui, ça c'est vrai. Mais à un moment où je venais de passer 8 ans au Parti Socialiste, j'étais même responsable de la jeunesse socialiste à l'époque, avant de devenir journaliste, où j'ai arrêté de militer. Mais vous aviez pris le contre-pied pour donc j'ai vu emmerder votre père? J'ai vu le vrai Le Pen en privé. Ouais. Non, c'est pas pour emmerder mon père, contrairement à ce qu'on dit. C'est parce que c'est compliqué. Pourquoi est-ce que moi j'ai une famille gaulliste d'un côté, du côté de ma mère, et pétainiste du côté de mon père. Et moi je suis socialiste. Je suis plus militant, mais je suis toujours socialisant. Et c'est une alchimie curieuse. Mais il y a eu un événement important entre-temps, c'est mai 68. Et c'est en mai 68 que j'ai basculé franchement à gauche,
parce qu'il y avait cette ambiance de Comme beaucoup. la découverte, comme beaucoup, oui, la découverte d'une liberté nouvelle. Vous étiez maoïste dans une société. Non, pas du tout. Non, j'ai toujours été social-démocrate. Toujours, Oui. d'accord. J'ai toujours pensé qu'il y avait une Non, mais gauche. vous auriez pu. Il y avait une gauche réformiste qui faisait des réformes et une gauche révolutionnaire qui faisait pas la révolution. Donc j'ai toujours préféré la gauche réformiste. Hein, pour résumer. Oui, Et donc voilà. Et donc c'était en opposition avec ma famille, avec mon père notamment. Et donc, mais ça m'a construit en même temps, parce que ces discussions incessantes, qui étaient souvent âpres, m'ont appris à connaître les arguments de l'adversaire et à essayer d'y répondre. Et quant à Le Pen, je l'ai vu en prière. J'ai eu 3 jours, hein, c'est pas non plus. en croisière. En croisière, voilà. Oula, coincé sur un bateau. Ce qui m'a. Vous pouvez, Henri et Ce qui m'a frappé, parce qu'à l'époque, Ouais. Le Pen était marginal, c'était un facho marginal. Oui. Il n'a même pas pu se présenter En aux 81. élections en 81. Donc moi, ça m'intéressait. Je débutais dans le journalisme, je dis tiens, je vais voir un facho de près. Et je l'ai vu de près, effectivement. Et le voyant de près, j'ai constaté, comme beaucoup de gens après, mais moi c'était avant, qu'il était d'un antisémitisme alors compulsif. Ça n'arrêtait pas, quoi. Ouais, il comptait. Par exemple, il comptait les juifs dans les dîners. repas. Ah. Vous voyez. Ou bien il était donc, on était en vacances, il avait amené un bouquin d'un rescapé des camps. Et alors il tournait les pages, on disait, mais non, ça c'est bidon, on voit bien que ça tient pas debout, etc. Enfin, il était sur la ligne Forisson, quasiment, au même Et vous moment. ne l'avez pas volé dans les plumes à l'époque? Si, on avait des discussions vives, bien sûr. Mais ça m'a servi. Parce que après les gens ont dit, il y a le dérapage antisémite de Le Pen. Mais c'est pas un dérapage du tout, c'est l'expression de ses convictions profondes. Oui, quand Après il dit du l'affaire rapport Après Crématoire. l'affaire du point de détail, le voyage qu'il envisageait de faire, qui avait été préparé par Olivier d'Ormesson à Tel Aviv, a été annulé. Et après, c'est tout un travail de reconstruction que va entreprendre Louis Alliot avec Marine Le Pen, par l'intermédiaire de William Goldnadel et de quelques autres, pour essayer de renouer les liens. Finalement, il y a ce voyage de Bardella qui a lieu en Israël il y a quelques mois avec Marion Maréchal. Et au final, il y a, en termes de ligne politique, un virage complet pro-israélien. Alors que le père était plutôt favorable aux dictatures laïques. Il avait essayé de jouer l'intermédiaire avec Saddam Hussein au moment de la première guerre du Golfe. C'est ça, parce qu'il y avait quand même une fascination aussi pour les autocrates un petit peu de tous les continents. Mais moi, c'est pour ça que je me suis toujours demandé quelle est la part de sincérité dans ce virage du RN aujourd'hui, qui devient aujourd'hui le meilleur défenseur des Français juifs. Quelle est vraiment entre la sincérité, la vraie conversion. Et curieusement, d'ailleurs, je mettrais davantage ça au crédit d'une Marine Le Pen que d'un Jordan Bardella, dont finalement je me demande dans quelle mesure est-ce qu'il connaît cette histoire-là. Est-ce qu'il la soupèse? Dans quelle mesure est-ce qu'il en est réellement conscient? Parce qu'un jour, je crois qu'on l'a entendu dire que non, Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. C'était une déclaration d'il y a quelques années, mais toute récente. Et donc vraiment, comment ce processus-là s'est opéré et dans quelle mesure il est vraiment sincère. Il suffit de voir d'ailleurs comment à chaque élection, que ce soit les législatives anticipées de 2024 ou les récentes municipales, où finalement on voit quand même que dans le fond de sauce, j'allais dire, de ce qu'ils peuvent faire des candidatures, bien sûr, vous trouvez toujours des candidats extrêmement... Il y a un exemple, il est assez limité, Jordan Bardella, puisqu'il dit, moi j'en ai rien à foutre des Russes, je suis jamais allé à Moscou. Mais en réalité, ils avaient fait un choix, qui était le choix d'Orban, qui leur a pété à la figure. Je ne comprends pas très bien pourquoi elle est allée le soutenir, alors qu'en fait, elle avait renoncé à faire un voyage aux États-Unis pour revoir Trump, ce qui avait été discuté il y a quelques mois. Et au final, elle va soutenir à contre-temps au dernier moment. Mais ils avaient fait quand même ils avaient pris une décision majeure, parce que l'histoire du Elle était plus redevable à Orban ils avaient fait un choix, c'est-à-dire de dire non à l'aide européenne ou 90 milliards. Bien sûr. Et ça, quelque part, c'est un choix structurant. Mais sur le fond, juste Hubert 2 secondes et après Pablo, sur le virage un peu pro-israélien, on va dire ce que... Non, mais il y a un côté affectif chez elle, c'est-à-dire qu'en gros, je crois que c'est dans le bouquin, je cite Caroline Forest, qui dit elle en avait marre des vieux fachos, et elle a gardé les gudards, mais pour le fric, en fait, c'est-à-dire en fait pour sa cagnotte, etc. Et donc, j'ai réussi à parler avec Frédéric Chatillon, qui est à Rome, un peu, puis après, elle a dû lui dire de se taire, je n'ai pas pu renouer. Mais en fait, elle en avait marre des vieux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, elle s'est tournée vers Bardella. Et Bardella, l'explosion de Bardella, à mon avis, elle ne l'avait pas prévu. Ouais. Il y a aussi, pardon. Oui.
Moi, j'ai juste dire une chose là-dessus, c'est que, en fait, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, enfin, ces leaders, sont des leaders à la fois d'un parti qui s'appelle le Rassemblement National, anciennement le Front National, mais aussi d'un mouvement, d'un espace politique qui s'appelle l'extrême droite. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe, on peut dire, finalement, Marine Le Pen, un jour, elle a dit, voilà, elle a changé de cap, donc on va dire que toute l'extrême droite a changé de cap. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, un mouvement, il est aussi, et là je parle de l'extrême droite en général, c'est un substrat avec des dynamiques politiques qui sont profondes, dont Marine Le Pen, finalement, n'est qu'un symptôme. Enfin, je veux dire, elle est à la tête, mais elle ne peut pas décider pour l'ensemble des gens qui constituent, en fait, ce réseau, ce terreau de l'extrême droite en France. Et ça continue, en fait, à travailler. L'extrême droite en France, pas forcément Marine Le Pen, un titu personnel, mais l'extrême droite en France, elle reste profondément antisémite. Et on le voit dans les études qui sont faites tous les ans sur les questions de l'antisémitisme, ça reste profondément antisémite. Donc c'est pour ça qu'il y a la question du ripollinage où eux, à la tête, ils disent oui, les brebis galeuses, car c'est comme ça qu'ils les appellent. Ouais. Nous, on les exclut immédiatement lorsqu'on voit qu'ils ont écrit des tweets fachos, nazis ou je ne sais quoi. Mais en vérité, leur problème, c'est que ce sur quoi ils sont assis, le mouvement réel dans la société sur lequel ils sont assis, le Rassemblement national, c'est un mouvement qui est profondément antisémite, raciste et xénophobe. Vous êtes d'accord ? Mais il y a dans l'extrême droite, il y a plusieurs courants vis-à-vis du Moyen-Orient. Il y a une extrême droite antisémite et pro-arabe, ça existait. Il y avait une extrême droite antisémite mais pro-israélienne, en disant mais on n'aime pas les juifs, mais s'ils vont en Israël, ça va. Et comme ils sont en Israël, souvent anti-arabes, il y avait une sympathie pour ces gouvernements qui battaient les armées arabes. Et maintenant, il y a une sympathie parce que Netanyahou, il est de la même philosophie que Marine Le Pen. Il est extrême droite aussi, nationaliste, contre le droit international. Et les islamistes Et il fait la guerre contre des islamistes. C'est vrai, il fait la guerre des islamistes, il n'y a pas de doute. Donc le RN, quoique venant d'un terreau plutôt antisémite, qui est un des aspects du nationalisme français. Parce que les juifs... Mais il perdure, comme dit... à la base, oui, c'est sûr. À la base, c'est sûr. Après, alors, c'est quand même devenu un parti aujourd'hui populaire qui rassemble à minima 35%. Non, mais ils ont fait du mal à faire le dernier kilomètre pour séduire. Non, mais ils ont fait aussi un calcul, c'est que autant l'antisémitisme de Le Pen, ses provocations qui correspondaient à ce qu'il pensait, il en rajoutait. Ça lui a permis d'émerger dans les médias. C'était la tactique avec d'autres thèmes qu'emploie Mélenchon. On fait des provocations, on fait des choses un peu extraordinaires qui suscitent la polémique. Et comme ça, on sort de l'anonymat, on sort de l'ombre. D'ailleurs, Mélenchon dit un jour à Sébastien Chenu, vous avez 10 ans d'avance sur nous en matière de dévalorisation. Puis il continue la discussion, puis il finit par lui dire, vous êtes sympathique, on vous gardera un petit cachot. Et donc ils ont fait le calcul que ça devenait contre-productif, cette histoire d'antisémitisme, parce qu'ils se retrouvaient avec tous les républicains contre eux. À cause de ça, pas seulement, mais à cause de ça en tout cas. Donc ils ont arrêté. Et puis évidemment le danger, entre guillemets, le danger musulman a remplacé le danger juif. Donc ils ont fait un changement stratégique en disant on va mettre les juifs de notre côté en défendant Israël. C'est leur raisonnement, c'est pas le mien. Mais attention. Et donc on va taper sur les musulmans. Il faut me rappeler que c'est un parti, Pablo, un parti populaire aujourd'hui, populiste, mais c'est un parti qui draine quand même une grosse partie de la population. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de fascistes, antisémites, etc., qui eux ne changent pas. D'ailleurs, il y a un documentaire remarquable sur la conquête de la Flèche qui montre cette ville de l'Ouest, qui montre qu'à un moment donné, ils font. Mais enfin, on voit bien que c'est pas le premier souci de leurs électeurs en réalité. Mais aujourd'hui, c'est la sociologie a évolué. Mais juste, il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, le RN est un parti avec beaucoup d'électeurs et il n'est pas monolithique. Et tout à l'heure, vous avez dit un truc qui est hyper intéressant. Vous avez dit oui, Jordan Bardella en une de Paris Match avec la princesse italienne et ça jurait, c'était un style complètement différent de Marine Le Pen dans un EHPAD en train de danser sur je ne sais plus quoi. Sur Jean-Luc Lahaye. Et effectivement, vous avez dit c'est deux styles différents. Mais moi, je pense que c'est aussi deux propositions politiques, deux projets politiques qui sont aussi complètement différents et qui vont s'affronter là dans les semaines à venir. En tout cas, qui vont devoir être tranchés. Qui vont devoir être tranchés. Parce que le Jordan Bardella, lui, qui veut l'union des droites, qui aime bien aller avec les patrons au MEDEF, etc.,
c'est une chose. Alors les patrons Marine l'ont Le trouvé Pen... très étatiste, hein, c'est ce qu'il y a dans le Là, papier. c'est Non, Marine Le Pen. Non, C'est Marine Le Pen, ça n'a rien à voir. Marine Le Pen. Oui, mais là, je parlais de Jordan Bardella. d'accord. Lui, il passe très bien au MEDEF. Lui, il est genre, vas-y, on enlève les charges, on met la retraite à 70 ans, etc. Oui. Marine Le Pen, elle vient, genre, pas du même endroit. Elle est élue dans le nord de la France. Et elle dit, non, moi, je veux, genre, le peuple avec moi. Et, genre, D'ailleurs, comme il y ça a a le été RN dit, du Nord et du Sud. Exactement. Henri C'est pas Après, Pécresse, juste juste. une c'est petite la fin. parenthèse. Alors, le paradoxe ou l'ironie, comme on voudra, c'est que Marine Le Pen, elle est au sens propre, sociologique, familiale, une héritière, parce qu'elle vient d'un milieu c'est une extrêmement bouffonnerie, bourgeois, on est d'accord, alors mais- que Jordan Bardella, même s'il surjoue le côté Saint-Denis, d'ailleurs qui lui est contesté par le nouveau maire Bali Bagayoko, il met ça en avant et finalement c'est lui qui se retrouve dans le papier glacé. Mais je suis d'accord que cette image, elle est extrêmement... D'ailleurs, la seule réaction que j'ai eue sur la biographie, Ouais. c'est que j'avais écrit, cité quelqu'un qui disait « Je l'ai connu au Carré, c'était un ancien QG, c'était un petit gars, un petit kéké en jean blanc et avec une gourmette. Ouais, Et la bien seule sûr. chose qu'elle m'a dit, Ouais. et elle a dit ça à la cantonade d'un certain nombre de journalistes, Jordan Bardella n'a jamais porté de gourmette en dehors. Mais Après, si on va, juste, si on va au-delà de il a été cette anobli image, ensuite en parce 8 que jours. ce que vous décrivez là sur l'EHPAD, sur cette, parce que je pense qu'en plus elle qui a fait tellement de campagnes, qui a passé sa vie en politique, je crois vraiment qu'elle aime ça. Elle a vraiment ça dans, comment dire, dans sa construction, quoi. C'est important pour elle et elle sent les gens. Ce qui visiblement Et elle est n'est jugée pas le plus cas de dangereuse Jordan par la Bardella. droite classique. Et le danger de cela, c'est quoi? Henri Foucault. C'est qu'en effet, elle s'affirme par rapport au patron en défendant ce côté populiste, social, étatiste, comme on voudra. Jordan Merci. Bardella, les gens, quand ils suivent tout ça, peuvent se dire, mais lui, ça pourrait être une marionnette du patronat, ça pourrait être quelqu'un qu'on guiderait. Vous savez, c'est fameuse idée de l'ordre du jour, là, le livre qui a Goncourt, qui racontait comment les patrons avaient mis dans leur Je me fais gronder dans l'oreillette. D'accord, alors j'arrête. Voilà, Faut pas mais que vous non, mais fassiez vous êtes gronder à tous cause de passionnés. moi. Bah oui, je me Oui, fais oui. gronder. Ah non. Qu'est-ce que vous voulez? Merci. Soyons solidaires. Merci à tous les quatre. Donc, Le mystère Marine Le Pen, Hubert Coudurier aux éditions Plomb. Les enfants savent, chez Grasset. Merci. Voilà, deux très bons bouquins. Merci, Roselyne. Une des meilleures plumes, Laurent Geoffrin, Mais vous êtes gentil. de la presse J'ai bien fait de française. venir. Bon, vous n'êtes pas mauvais non plus. Presse régionale. Ni tous, les uns et les autres. Bon, allez, je me fais encore enguirlander. Bon, on Merci s'en va. à Flore C'est Simon fini. qui me dispute et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Nous sommes avenue Foch, devant l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, le symbole des liens étroits entre le criminel sexuel américain et la France. C'est une criminalité organisée qui a duré plusieurs décennies, y compris en France. Dans cette édition spéciale, nous vous emmenons à la rencontre des protagonistes de l'affaire. It was shocking that the legal system in France didn't do more. We felt very betrayed. Victimes, avocats, associations nous racontent comment le financier a utilisé le milieu parisien de la mode comme un vivier de proie pour lui et ses complices. Actuel, présenté par Laure Manant. À voir sur France 24. Elle est à la fois puissante et fragile. La gagner demande de l'honnêteté, de l'engagement, de l'exigence et de l'indépendance. Elle est un socle essentiel de la démocratie. Elle a la même valeur dans toutes les langues. Sans elle, la liberté de penser n'existe pas. Elle, c'est la confiance, notre raison d'être. France 24, liberté, égalité, actualité.